Donc c'est moi qui vais commencer. Alors d'abord, je voudrais excuser Arnaud Vigneron parce qu'à la base, c'était pas moi qui étais censé vous parler, c'était mon collègue Arnaud Vigneron qui est responsable du service action culturelle. Mais le Covid étant passé par là, et ben lundi, j'ai appris que c'était moi qui allais intervenir avec Léna. Donc on s'excuse un peu par avance parce que du coup ça a un peu bousculé notre intervention. Notamment, Arnaud avait prévu d'illustrer la présentation avec des présentations d'objets qui illustraient la vie de la coopération territoriale. Donc évidemment je ne les ai pas, donc je ne vais pas le faire. Mais on va quand même essayer de rendre la présentation la plus dynamique possible. Alors déjà, par rapport à la question de la coopération territoriale sur le territoire des Côtes-d'Armor et au sein de la région Bretagne, comme l'a dit Claudie Le Breton hier lors du mot d'accueil, c'est une tradition, on va dire, ancienne, et c'est une habitude ancienne, en fait, la question de la coopération sur le département, mais plus largement sur la région Bretagne, où en fait on a historiquement cette habitude et des outils, notamment en termes de coopération culturelle, qui sont aidants. Je pense notamment à l'outil qui est le 3CB, qui est une rencontre qu'ont institué la région et la DRAC avec les 4 départements de la région Bretagne et un certain nombre de PCI et de métropoles, donc qui permet de traiter de manière un peu collective les questions liées à la culture. Donc on a, on va dire, un terreau assez favorable sur le territoire. À côté de ça, la question de la coopération territoriale, moi je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, je suis arrivé en mai, comme l'a dit Cédric, sur ce poste-là. Bon, j'ai tout de suite perçu que c'était une préoccupation assez centrale de l'exécutif départemental, du nouvel exécutif départemental, parce que finalement c'est aussi un des moyens, alors l'EAC en est un autre, et d'ailleurs il est au cœur de la plupart de nos pactes, voire de tous nos pactes, c'est la question de travailler les questions d'accessibilité et de maillage territorial, puisqu'en fait on est sur un département, Romain Roland en a parlé aussi un peu ce matin, qui a des zones urbaines qui sont elles-mêmes assez différentes avec des zones plus ou moins favorisées, on va dire, mais aussi beaucoup de zones rurales, des petits bourgs, des centres-bourgs. Et donc nous, la question mais comme dans beaucoup de départements, de l'irrigation du territoire et du fait de rendre l'offre culturelle accessible et de faire en sorte que ce qui est proposé corresponde aux besoins des habitants des territoires est centrale. Donc un petit aspect historique, parce que c'est important de voir d'où on vient. Là, nous, on est en train de travailler sur la deuxième génération de pactes culturels. La première génération de pactes culturels datant de 2016, alors d'un contexte assez particulier, sous une autre mandature, où en fait il y a eu un émoi assez important du monde de la culture suite à la suppression d'une agence départementale qui s'appelait Itinéraire Bis, et qui avait créé un émoi très fort au niveau de tous les acteurs de la culture. Et donc, il y avait un enjeu qui était de renouer le dialogue avec les partenaires culturels et les partenaires institutionnels. Puisque concrètement, on était un peu dans un moment de crise, enfin le département était dans un moment de crise. Il y a eu donc un état des lieux culturels qui a été fait avec les 8 EPCI du territoire, avec l'idée en fait d'avoir des portraits de territoire qui permettaient de voir les forces et les faiblesses de chaque territoire. Et en fait, l'aboutissement de cette démarche a été la signature d'une charte de coopération culturelle qui a agrégé le département, les 8 EPCI, la région et la DRAC. Et en fait, cette charte reposait sur 3 axes forts. Il y avait la question déjà à cette époque-là de l'EAC tout au long de la vie, c'est-à-dire à la fois sur le champ scolaire, mais aussi les publics, personnes âgées, les questions du handicap et les questions aussi des publics, des groupes entre guillemets, type les enfants les plus en distance de l'offre culturelle. Il y avait la question de faire communauté. Et il y avait la question dont on a parlé tout à l'heure avec Yannick Jolin du patrimoine culturel et immatériel. Et donc cette charte s'est ensuite déclinée en pactes. Donc il y a eu 8 pactes de contractualiser sur les territoires. Alors pour aller très vite, parce que là l'objet c'est plutôt d'aller sur la perspective, et notamment l'exemple de la CCKB, si on va très vite sur la question du bilan, on dira que du point de vue positif, et très positif, cette première génération de pactes, ça a permis de renforcer les dynamiques de collaboration entre les acteurs.
et ça c'est un point indéniable, c'est-à-dire que ça a créé une culture, ça a renforcé cette culture de la coopération. Par contre, le gros point négatif de cette première génération, c'est qu'il y a eu un effet guichet assez fort, et parce que justement, ils ont été assez limités dans l'aboutissement de cette démarche de coopération. C'est-à-dire qu'en fait, on est resté un peu au début du gué, et au final, on est allé assez peu sur des actions structurantes pour les territoires, ce qui est quand même l'enjeu. C'est-à-dire à un moment d'avoir des actions, des dynamiques un peu plus pérennes qui vont mailler et structurer les territoires. Donc clairement, sur la deuxième génération de pactes, les enjeux, c'est la volonté d'être davantage dans d'aller vraiment sur l'ensemble des exceptions de cette dynamique de coopération et d'être dans une logique de développement d'action ou de dynamique structurante sur les territoires. C'est-à-dire qu'en gros, quand la génération de pactes se termine, on a des acquis sur chaque territoire et des choses qui sont un peu crantées en termes de développement dans les différents items. Il y a aussi une particularité, parce qu'en fait, la première génération de pactes, même s'il y avait cette charte de développement, elle était vraiment contractualisée entre le département et les EPCI. Là, on a 3 EPCI où en fait la DRAC et la région sont venus aussi signer les pactes avec nous. Donc c'est le cas sur la CCKB. Alors avec un intérêt, c'est qu'ils viennent aussi avec leurs ressources, leurs moyens, et du coup c'est très intéressant pour les territoires. Avec du coup une complexité supplémentaire, c'est qu'on ne travaille plus à 2, on travaille à 4. Donc voilà, c'est encore une difficulté, quelque chose à affronter dans le cadre de la coopération. Donc voilà les enjeux pour nous. Donc on est dans une démarche clairement où on chemine on avance, on chemine en avançant, où on n'a pas la prétention à ce stade de tirer de grandes tendances en fait, puisqu'en fait on est sur un démarrage d'une deuxième génération, on a des intuitions et on commence à régler un certain nombre de paradoxes ou de difficultés. Typiquement, donc je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est important quand on parle de coopération, et notamment parce que c'est quelqu'un qui est aussi associé, qui est un chercheur partenaire du LUCA. On s'appuie sur les travaux de Raphaël Besson. Donc, ce qui est important, parce que c'est un peu au cœur de notre dynamique, et c'est formulé par Raphaël Besson sous forme de questions. Donc, il y a la question dans la dynamique de coopération, c'est est-ce qu'on se place à égalité entre partenaires coopérateurs, de façon à ne pas imposer une vision, une ligne, et à ce qu'il n'y ait pas un des partenaires qui soit en fait dans l'injonction par rapport aux autres. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de travailler dans cette nouvelle génération de pactes, avec aussi quelque part un aspect paradoxal, c'est qu'il faut qu'on soit tous à égalité, mais il faut que le travail s'organise. Et donc, quelque part, on ne soit pas aussi dans une forme d'inaction où tout le monde s'attend, entre guillemets, pour avancer. Donc, ça pose la question de comment on organise un peu ce qui fait quoi. Il y a la question de est-ce que nous sommes dotés de compétences professionnelles en ingénierie ? Et ça rejoint la question de la structuration. C'est-à-dire que souvent, un des premiers aspects qu'on va travailler sur les territoires, parce qu'on a des territoires qui sont, on va dire, à des degrés différents de structuration de leurs compétences culturelles au niveau des EPCI. La première question, c'est est-ce qu'il y a des moyens humains, au moins un moyen humain, pour animer ces dynamiques-là sur les territoires. Sinon, globalement, c'est compliqué. Il y a la question de sommes-nous en éveil permanent sur les évolutions citoyennes, sociétales qui influeraient sur nos pratiques. Alors là, clairement, il y a un lien, et on va le voir dans l'exemple de la CCKP, avec la question des droits culturels et des besoins émergents sur les territoires. Il y a la question de sommes-nous capables d'accepter le risque pris de non-maîtrise. Donc on se place clairement aussi dans une optique d'innovation, où on s'autorise à tester des choses et potentiellement à les rater, mais en se disant que dans l'erreur arrivera peut-être la bonne idée de demain, parce que c'est aussi une des manières d'expérimenter l'erreur. Et il y a la question aussi de la confiance et de l'identification qui est faite aux acteurs de terrain. C'est-à-dire que dans notre dynamique, il y a aussi l'idée, alors déjà, de s'appuyer sur des acteurs des territoires, mais aussi, on parlait tout à l'heure de structuration, d'essayer de travailler par le biais des actions qui sont développées, à les aider à se structurer, à renforcer en fait leurs actions sur les territoires.
Donc voilà pour les dimensions principales. Je ne les cite pas tous parce que c'est un peu fastidieux. Donc ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Léna, qui travaille à la CCKB, qui est donc coordinatrice culturelle, nouvellement arrivée à la CCKB. Et donc c'est le premier territoire d'expérimentation, au sens c'est le territoire où la première génération de pacte a été signée le 22 juin 2022. Merci Sylvestre. Il reste combien de temps que je sais. J'ai pris tout ça. 10 minutes. Bon, on est très confortable. Donc bonjour Tundut, bonjour tout le monde. Donc moi effectivement je suis arrivée à la communauté de communes du Creys-Breiz au 1er septembre, donc c'est tout nouveau et je suis arrivée avec mon sac à dos. Et dans mon sac à dos, il y avait un pacte un pacte de développement culturel de territoire. Qui réunissait, et qui réunit toujours d'ailleurs, la communauté de communes du Creys-Breiz, le département des Côtes-d'Armor, la région Bretagne et la DRAC Bretagne. Donc c'est un pacte qui a été signé le 22 juin 2022. Donc c'est tout récent. Hop, voilà. J'ai la petite photo de famille. Voilà. Voilà. Donc, signature à Rostronin de ce pacte au mois de juin. Alors, l'exercice n'est pas très facile de présenter ce nouveau pacte parce que vous l'avez compris, on en est aux prémices. Donc, on va plutôt faire état du contenu de ce pacte et puis des objectifs, des problématiques qui se posent aujourd'hui et auxquelles on espère répondre. Tout d'abord, peut-être situer rapidement le Creys-Breiz, donc le centre Bretagne. Donc c'est une communauté de communes située au sud-ouest des Côtes-d'Armor, donc en plein cœur de la Bretagne. Donc peut-être une Bretagne plus méconnue parce qu'elle n'est pas sur le littoral. Donc hop, juste ici. Donc ça c'est les Côtes-d'Armor et donc la communauté de communes du Creys-Breiz juste ici. Qui se caractérise entre autres, donc c'est une communauté de communes qui réunit 23 communes et seulement 18 000 habitants. Donc on est sur un territoire hyper rural avec un habitat très dispersé, une densité très faible de la population, on est autour de 26 habitants par kilomètre carré, donc qui se caractérise évidemment par des problématiques liées à l'hyper-ruralité, la démographie, la mobilité, l'éloignement des services publics et des lieux de sociabilité. Mais qui se caractérise aussi par une identité culturelle assez forte, notamment autour des musiques, danses, langue bretonne, par une vitalité associative très importante. Il y a une habitude très ancrée du bénévolat ou encore par un environnement assez préservé. Alors, ce pacte, il a été signé en 2022, il court jusqu'en 2025. Donc on a un petit minuteur avec cette année 2022 qui était une année de préfiguration. Et voilà, l'action véritable va commencer en 2023. Dire juste un mot du contenu de ce pacte, puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse. En fait, il s'articule autour de 5 axes qui ont été identifiés par les 4 partenaires du pacte. Donc un premier axe qui tourne autour de l'éducation artistique et culturelle, avec la volonté de développer l'EAC de façon assez structurante, c'est-à-dire à la fois de développer des projets d'éducation artistique et culturelle, mais également de travailler sur le fond, sur les conditions qui permettent à ces projets d'émerger, d'exister, notamment la formation ou encore l'interconnaissance entre les structures culturelles ou les structures sociales, par exemple,
Donc, comment on va tricoter, comment on va créer des liens, on va tisser des liens entre toutes les personnes localement pour que ces projets d'EAC puissent exister. Un deuxième volet qui concerne les droits culturels et qui doit se concrétiser, c'est écrit de façon très précise et explicite dans le pacte, par la mise en œuvre d'une consultation populaire. Donc l'idée, c'est d'aller recueillir la parole des personnes qui vivent sur le territoire. Donc, pourquoi pas en les enregistrant, mais ça peut être aussi par des approches artistiques, des approches sensibles, des approches ethnologiques. L'idée, c'est de faire le point, en fait, pour commencer, sur ce qui fait culture pour les personnes à cet endroit-là, dans leur quotidien, de ce qui va les toucher, quelles sont aussi leurs problématiques, quelle est l'histoire de ce territoire, comment on va pouvoir collecter les récits liés à ce territoire et comment, surtout, on va pouvoir les mettre en dialogue et les mettre en relation, les faire discuter. Ensuite, il y a un troisième axe qui vise à soutenir une vie culturelle riche et diversifiée, donc qui là est un peu plus général, qui vise à soutenir les projets des acteurs locaux, amplifier les soutiens à des projets culturels localement, ou par exemple à réfléchir à la construction d'un équipement culturel. Donc là, on va pouvoir sortir nos crayons et imaginer toutes sortes de choses et de toutes les couleurs. Un quatrième axe qui vise à la structuration de la vie culturelle, puisqu'aujourd'hui, on est face à un foisonnement associatif évident. Mais ce sont aussi beaucoup d'associations qui sont souvent fragiles, qui font avec parfois des bouts de ficelle et qui ne sont pas toujours en lien, pas toujours coordonnées. Donc, comment on va pouvoir structurer... Alors là, je suis désolée, j'ai carrément sorti ma truelle de chantier à la maison. J'ai cherché ce que je pouvais. Donc voilà, comment on va pouvoir structurer la vie culturelle localement. À titre d'exemple, un des premiers chantiers qui a été identifié se trouve autour de la lecture publique, puisqu'aujourd'hui, c'est pas du tout une compétence communautaire. Les petites bibliothèques sont assez isolées. Voilà, comment on va pouvoir mettre du lien et structurer la lecture publique. Comment aussi on va pouvoir mutualiser, coordonner toutes ces associations autour de moyens humains, de parcs matériels en commun, par exemple. Comment on prend en compte la spécificité rurale. Et puis, un dernier volet qui est le renforcement de l'ingénierie culturelle, puisqu'on est une toute petite intercommunalité avec peu de moyens humains. Et jusqu'à cet été, il y avait une seule personne pour travailler sur l'accompagnement de la vie culturelle à la CCKB, qui était le directeur de l'école de musique locale et qui était en plus directeur des affaires culturelles. Donc ça faisait beaucoup pour un seul homme. Et donc il y a eu la création de mon poste. Donc je me suis amenée. Peut-être pour prendre un petit peu de recul, juste dire que si les droits culturels constituent un axe à part entière dans le pacte, à mon sens, il traverse l'ensemble des enjeux du pacte. D'abord parce que si vous allez consulter, par exemple, la déclaration de Fribourg, le principe de coopération fait pleinement partie des droits culturels. Comment on implique les personnes dans les décisions qui les concernent? Comment acteurs publics, société civile, acteurs privés travaillent ensemble pour œuvrer à une vie culturelle respectueuse des droits culturels? Comment chacun contribue avec ses ressources? Toutes ces questions-là font partie pleinement des droits culturels. Ensuite, je crois que ce levier de coopération sert à travailler à peut-être des politiques culturelles qui s'imaginent de façon plus adaptée, plus en adéquation avec la réalité de vie des personnes, avec la réalité des territoires, avec leurs problématiques, mais aussi avec leurs ressources.
Je vous invite à aller voir l'observation générale numéro 21 sur le droit de participer à la vie culturelle, un texte de 2009 et qui parle bien de ces enjeux d'adéquation, d'adaptation. Et à mon sens, c'est ici une réponse, surtout quand il s'agit, via cette consultation populaire, de partir des personnes et de partir du territoire pour imaginer et nourrir les politiques culturelles. Et puis, à mon sens, ce volet de coopération, il sert aussi à travailler sur ce qui constitue pour moi deux enjeux majeurs des droits culturels. J'ai, dans un autre contexte de mes recherches, observé ces dernières années comment ce que produisait l'émergence des droits culturels dans le débat public. Et je crois d'abord que ça vient nous questionner sur l'émergence de nouveaux acteurs de la vie culturelle. Qu'est-ce que ça change quand des personnes ne sont plus considérées seulement comme des publics, mais aussi comme des personnes porteuses de culture ou à même de participer à la vie culturelle? Qu'est-ce que ça change quand on considère des acteurs du champ social ou du monde médical comme étant des acteurs aussi de la vie culturelle? Qu'est-ce que ça change quand des projets qui jusque-là étaient perçus un peu comme à la marge, expérimentaux, un peu alternatifs, tout d'un coup on se rend compte qu'ils sont au cœur des enjeux des droits culturels? Et tout ça, ça vient nous interroger sur la façon d'élaborer les politiques culturelles, sur la façon d'en parler, sur les compétences que ça requiert. Donc voilà, pour moi, ce volet de coopération répond à ça et répond aussi aux enjeux des nouvelles valeurs que l'on va travailler dans la vie culturelle, au-delà des enjeux de qualité, au-delà des enjeux de démocratisation, au-delà des enjeux parfois économiques de la vie culturelle. Comment on vient travailler la dimension sociale, la dimension démocratique, la dimension territoriale des politiques culturelles. Je crois qu'on a là une réponse. Alors, je ne sais pas si j'ai 1 ou 2 minutes encore pour conclure. OK. Bon, alors je vais retenir juste... j'avais encore beaucoup de choses, bon, c'est toujours pareil. Non, juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit précédemment, je pense que, en tout cas, du point de vue de l'EPCI, de l'intercommunalité, l'intérêt de ce type de pacte s'inscrit dans le fait que les territoires ruraux ne sont plus seulement des espaces d'action, mais sont des véritables espaces de construction de politiques publiques qui peuvent travailler de pair avec tous les autres partenaires publics. Et ça s'inscrit dans des réflexions qui sont aujourd'hui beaucoup plus larges sur comment on définit les territoires ruraux. Je sais qu'à l'INSEE, par exemple, il y avait des réflexions de ce type et on se rendait compte que les territoires ruraux étaient pendant longtemps définis en creux, c'est-à-dire en fait en négatif et par conséquent ce qui n'était pas urbain. Et finalement, pour moi, une des logiques aujourd'hui qui est assez intéressante, c'est comment on vient appréhender les territoires ruraux non plus en creux, mais en plein, et comment on travaille à non pas seulement combler des manques et résoudre des problèmes, mais développer des richesses et des capacités. Bon, on pourra cet après-midi travailler sur les enjeux de la coopération de façon plus concrète.